Bonjour, bienvenue sur la vidéo S2. Nous continuons notre thème sur les énergies. Alors l'énergie, à quoi ça sert? Lorsque l'on se pose la question, on se rend compte facilement que c'est utile pour le fonctionnement de nombreux appareils électriques. Elle sert aussi à l'éclairage électrique. Cette carte satellitale de la NASA nous montre à quel point les grandes villes consomment de l'énergie pour leur électricité. L'énergie sert aussi au transport. L'énergie est présente dans de nombreux bâtiments, les hôpitaux, les grandes surfaces, les écoles, et aussi dans l'agriculture, où elle sert ici par exemple à la traite des vaches. Bref, l'énergie est présente partout, si bien que le développement des populations humaines est dépendant de la ressource en énergie. Pensez par exemple à un village africain qui ne possède pas d'hôpitaux, qui ne possède pas de grandes surfaces, le développement est donc moins important. Alors, entre 1973 et 2012, la consommation d'énergie dans le monde a presque doublé. Posons-nous la question, quelle est la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui et plus tard? Alors regardons ce document, il présente la consommation de différents pays en gigatonnes équivalent pétrole, c'est l'unité utilisée. Regardons l'Europe. En 2000, la consommation était de 1,7 gigatonnes d'équivalent pétrole par an. Les autres pays possédaient leur propre consommation d'énergie. Le total en 2000 était de 10 gigatonnes d'équivalent pétrole consommés par la population mondiale. Qu'en est-il en 2050? Bien vous le voyez, on projette qu'en Europe, la consommation passe de 1,7 à 2,3 gigatonnes équivalent pétrole par an. Et cette augmentation, regardez bien, elle est valable pour tous les pays du monde. Et il faut observer quelque chose d'important. Les prévisions prévoient qu'en Asie, la consommation passera de 2 à 7,6 gigatonnes équivalent pétrole et par an. C'est considérable. Cela veut dire une consommation qui va être multipliée par 4 rien qu'en Asie. Si bien qu'en 2050, on prévoit pour la population mondiale une consommation entre 20 et 30 gigatonnes équivalent pétrole par an. C'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, une multiplication par 2 ou par 3 de la consommation actuelle. Voilà pourquoi la question de l'énergie est un véritable enjeu contemporain. Il va falloir produire plus d'énergie pour, bien sûr, une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Seulement, vous le savez, la consommation énergétique massive pose de nombreux problèmes. Le premier est l'épuisement des ressources. Vous le savez, le pétrole, le charbon, le gaz ne sont pas des ressources éternelles. Et certains pensent déjà que nous avons atteint un pic d'exploitation et qu'il y aura de moins en moins de pétrole, charbon et gaz. Le deuxième problème est lié à leur utilisation. Et il s'agit, vous le savez, du réchauffement climatique, qui est lié au rejet des gaz à effet de serre lors de la combustion de ces énergies fossiles. On peut parler aussi des problèmes de santé liés à la combustion des énergies fossiles. Certaines particules nocives vont se retrouver dans l'air et provoquer par exemple des cancers. Ici, vous avez une image d'habitants de la ville de Pékin qui quotidiennement respirent des nuages de pollution. On va retenir donc que la question de l'énergie est un enjeu mondial. Chaque pays doit se pencher sur les problèmes liés à la production d'énergie, à la distribution de cette énergie et à son utilisation. Il faut cesser de gaspiller l'énergie produite, on en a besoin. Alors quelles sont les sources d'énergie? Eh bien, ce document nous montre que majoritairement, ce sont encore les énergies non renouvelables qui sont utilisées par les différents États. On commence tout doucement à voir émerger les énergies renouvelables. Alors, voici ces différentes sources d'énergie. Les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et les énergies renouvelables, vous les connaissez, le solaire, la biomasse, l'hydraulique, l'éolienne et la géothermie. Il existe une dernière source d'énergie très utilisée en France, vous le savez, c'est le nucléaire. Et une petite parenthèse, lorsque vous voyez une centrale nucléaire, le gros nuage qui sort de la tour, c'est de la vapeur d'eau. Alors puisque ce sont les plus utilisés, nous allons nous poser la question, comment se sont formées les énergies fossiles? Le pétrole, vous voyez à quoi ça ressemble, le gaz, il est en bouteille. Le charbon, eh bien, il y en a plusieurs types et nous allons concentrer notre étude sur les charbons. Alors vous avez ici de la tourbe, puis de la lignite et enfin de l'anthracite. Nous allons essayer de comprendre d'où viennent ces différents types de charbon. Pour ça, nous allons aller dans un gisement à Graisse-Sac, dont vous allez retrouver les informations page 122 de votre livre.
Graisse-Sac, ça se situe dans le sud de la France. Alors regardons cette mine à ciel ouvert et on constate qu'il y a des couches horizontales. Ces couches horizontales, eh bien, ce sont des strates sédimentaires. Le charbon est donc une roche sédimentaire. Alors il est important de revenir sur cette notion de roche sédimentaire. Souvenez-vous des différentes étapes vues au collège. La rivière va apporter du sable, mais aussi de la matière organique. Elle va transporter les sédiments. Les sédiments, une fois dans l'eau, vont tout doucement se déposer au fond. On va dire qu'ils sédimentent. Puis, ils vont progressivement être enfouis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'autres sédiments vont les recouvrir. Mais ce n'est pas tout. En effet, un bassin de sédimentation est une zone où le fond s'abaisse progressivement. En effet, on va dire que cette zone est en subsidence. Cela est lié très souvent au mouvement lié à la tectonique des plaques. Nous verrons ça davantage en première S. Quoi qu'il en soit, lors de cette subsidence, lors de cet enfoncement des sédiments, l'eau va progressivement être chassée, les grains vont progressivement se rapprocher, vont se compacter, et cela va former une roche dure. On parlera alors de roche sédimentaire. Les falaises d'Étretat sont un bon exemple de roches sédimentaires de la région. Lorsque l'on regarde cette photo, vous observez des lignes. Ces lignes correspondent aux strates de sédiments qui se sont déposées. Voilà pourquoi les falaises d'Étretat sont bien des roches sédimentaires, mais formées de calcaire et non pas de charbon. Alors on peut se poser la question, quels sont les sédiments à l'origine des charbons? Eh bien, la couleur doit être un indice important. En effet, cette couleur noire est caractéristique d'un élément que vous connaissez bien. Prenez un poulet que vous laissez trop longtemps au four. Eh bien, regardez ce qui se passe. On va dire qu'il carbonise. Pourquoi le poulet carbonise? Eh bien, parce qu'il est constitué de nombreuses molécules riches en carbone. Ce sont les molécules organiques. Si on prend une loupe et qu'on observe la tourbe, eh bien, on constate que celle-ci est riche en fragments végétaux. On reconnaît des racines, des morceaux de feuilles. Cela montre bien que la tourbe est composée d'anciens végétaux. Et ça tombe bien, puisque nous l'avons vu, lors de la photosynthèse, les végétaux vont piéger de l'énergie lumineuse pour former de la matière organique qui correspond à de l'énergie chimique. Nos charbons sont donc formés à partir de la matière organique de végétaux morts, des arbres, des fougères, qui se sont accumulés dans de grands bassins de sédimentation en subsidence. Lors de leur enfouissement en profondeur, les molécules organiques ont été réorganisées, du fait notamment de l'augmentation de température. Ça a formé des molécules nouvelles qui progressivement se sont enrichies en atomes de carbone, ce qui donne la couleur noire au charbon. Par conséquent, lorsque l'on brûle un charbon, eh bien, c'est comme si on utilisait de l'énergie solaire, une ancienne énergie solaire qui a été piégée sous forme de molécules organiques nouvelles lors de la photosynthèse. Alors, résumons un peu la formation de charbon. Il nous faut de la matière organique et un bassin sédimentaire. Ici, par exemple, un lac. Cette matière organique doit être progressivement entraînée en profondeur jusqu'à plusieurs kilomètres. Elle va progressivement former de la tourbe, puis de la lignite et jusqu'à environ 6 km de l'anthracite. Cet enfouissement est progressif. Il faut en réalité des millions d'années pour atteindre 6 km. Posons-nous une question intéressante. Lorsque l'on analyse ce qu'il y a dans un lac, eh bien, vous observez ici des bactéries. Les bactéries, ce sont des décomposeurs. Souvenez-vous de votre cours de collège, les décomposeurs, ce sont tous ces organismes, microscopiques ou macroscopiques, qui vont manger la matière organique pour produire leur propre énergie. Donc, normalement, la matière végétale devrait être décomposée et ne devrait pas pouvoir aller en profondeur. Donc, comment de la matière organique végétale a pu être conservée et enfouie en profondeur sans être dégradée par des décomposeurs? Lorsque l'on date les charbons que l'on retrouve aujourd'hui, on constate qu'ils sont souvent datés du Carbonifère, une période entre moins 360 et moins 290 millions d'années. À cette époque, il y avait de très nombreuses forêts luxuriantes où les arbres et les grandes fougères arborescentes vivaient à côté de marécages. À cette époque, la production primaire était si considérable qu'une partie de la biomasse végétale a pu être enfouie en profondeur,
sans être attaqués par les décomposeurs, et donc progressivement former les grands gisements de charbon que l'on exploite aujourd'hui. Alors après avoir vu tout cela concernant le charbon, on peut se poser la question, comment se forment le pétrole et le gaz? Eh bien, c'est exactement la même chose, si ce n'est que la source de départ, la source des sédiments, c'est le phytoplancton. Une époque où il y a beaucoup de phytoplancton, ce phytoplancton va mourir, se déposer au fond dans un bassin sédimentaire en subsidence. Progressivement, cela va être recouvert de vases, d'argile et enfoui en profondeur. Cet enfouissement en profondeur va former du pétrole ou bien du gaz. Donc vous voyez que le raisonnement est absolument identique au charbon. C'est la source de départ, la source de biomasse qui est différente. On passe désormais au cours et voici l'essentiel qu'il vous faut écrire. Grand 2, les combustibles fossiles, eh bien, c'est de l'énergie solaire qui a été fossilisée et qu'aujourd'hui nous brûlons. Nous l'avons vu, l'énergie est indispensable au développement humain. C'est une idée vraiment à retenir. Les sources d'énergie les plus utilisées encore aujourd'hui, ce sont les énergies fossiles. Les énergies fossiles, ce sont les charbons, les gaz et le pétrole. Elles se forment dans de grands bassins sédimentaires, les bords de continents, les lacs, et il faut une lente transformation d'une biomasse végétale qui est généralement incorporée à d'autres sédiments. Cette biomasse, elle correspond soit à des arbres et des fougères pour les charbons, vous verrez votre livre page 122-123 en complément, ou bien pour le pétrole et le gaz, il s'agit de phytoplancton. Vous verrez votre livre page 125. Pour former un combustible fossile, il faut un environnement de haute productivité primaire. En effet, cela permet à une partie de la matière organique, une partie de la biomasse produite lors de la photosynthèse, d'échapper à l'action des décomposeurs, et donc être enfoui en profondeur. Pour être enfoui en profondeur, il faut que le bassin soit en subsidence. Cela permet une augmentation progressive de la température et donc une réorganisation des atomes pour former les combustibles. Et tout cela, ça prend du temps, des millions d'années. Les gisements d'énergie fossile sont inégalement répartis à la surface du globe. Ça, c'est une notion importante à retenir et nous expliquerons les répartitions des énergies fossiles en première S. Vous irez voir en complément de cette vidéo le schéma bilan dans votre livre, page 129. N'oubliez pas de noter les questions que vous me poserez au début du cours prochain.